spécifiques. De cette notion de diaspora que nous connaissons, où nos compatriotes, pour des raisons différentes, se sont exilés pour trouver une meilleure condition de bien-être vers un pays d'espoir. Après plusieurs années, de 2 à 52 ans, pour certains, nous estimons que pour une Guinée, avec un président démocratiquement élu, c'est le lieu et le moment pour le ministère de Guinée de l'étranger de statuer sur le cas et valoriser ses compétences pour la mise en place d'un haut conseil consultatif pour la diaspora guinéenne du monde. Notre plus grande conviction est de favoriser la sensibilisation pour le retour des volontaires. La réconciliation et le recensement de cette population à travers le monde, afin d'avoir une banque de données, des compétences et une identification biométrique et alphanumérique dans chaque pays de résidence. Le ministère dispose du logiciel, équipement et cadres formés pour la gestion de la diaspora. Les points focaux dans 111 pays sont en cours d'installation. Les Guinéens avertis mettent en place à travers les délégués par pays issus des fédérations des structures en résidence. Les présidents des Guinéens par continent seront bientôt connus de tous, organes pouvant participer aux assises internationales continentales. Après le lancement du Forum des Guinéens en décembre 2011, bientôt une rencontre de 72 heures pour statuer sur la problématique et rôle de la diaspora guinéenne dans sa participation au processus de développement de la Guinée. Convaincus de l'importance de la mise en place d'une protection juridique de la diaspora guinéenne dans le monde, le Premier ministre et son gouvernement ont validé notre plan d'action et mis en place une commission mixte interministérielle de 14 ministères pour nous accompagner dans la réussite du programme, et le président de la République en a fait une priorité pour l'aide au retour de tous les Guinéens au niveau international, avec pour base de recommandation dans les fonctions nationales et internationales. Nous devons surmonter nos humeurs et prendre en compte l'intérêt de la nation en facilitant la participation de tous les Guinéens à la ruée vers le développement économique collectif dans toutes nos structures, avec une relation transversale de l'ensemble des ministères dans le respect du plan quinquennal dans la République de Guinée. Nous mettre au-dessus de toute division ethnique, car nous en avons 23, et c'est une richesse culturelle et non une agitation de division. Nous devons nous battre pour réduire la pauvreté et dépasser l'âge primaire de combat, pour aller vers une employabilité de toutes les compétences et les savoirs, afin que nous soyons compétitifs au niveau régional et mondial. Ainsi donc, une chance sera donnée à tous les Guinéens de participer à chaque étape de croissance économique et à chaque échelle de développement socio-économique du pays. Telles sont la volonté et l'éthique de tous les leaders d'opinion pour le changement, pour le bien-être de tout le peuple de Guinée et ceux qui y vivent. Les regards des institutions et partenaires qui nous accompagnent, des visiteurs, investisseurs nationaux et internationaux, restent ouverts. Devons-nous atteindre la ligne de mire pour souscrire notre part de subvention du Fonds d'aide international ou en perdre le droit et priver du droit à nos petits-fils? Une réconciliation facilitera ces ouvrages et pour une alternance et les futures présidentielles, les chances seront mieux défrichées pour l'intérêt de nos enfants et nos petits-enfants. En vous souhaitant bonne année de réussite 2012, à tous, nous vous remercions de tous les meilleurs vœux reçus, de tous les encouragements et affections de ma famille, mes amis en ligne, collègues et cadres du département, partenaires et voisins, à toute la presse, à tous les compatriotes à travers le monde. Que Dieu nous accompagne. Oui, bien sûr. D'abord, je vous félicite pour distribuer. Et je vous dis bonsoir. C'est le moment des questions. Par les journalistes. Madame. Oui, monsieur. Soyez la bienvenue.
Merci. Je fais partie des personnes très contentes de votre arrivée au département. Je vous apprécie personnellement, mais qui n'est pas content du département. Donc, ce soir, vous allez nous permettre, puisqu'on est en famille, de nous donner nos contributions et nous posons certaines questions. Questions, je pense, à ce qui verra dans l'avenir du fonctionnement de notre intérêt, qui nous concerne tous. Le département, depuis qu'il a été créé, je fais partie des personnes aussi qui ne savent pas quels sont vos contacts aux États-Unis. Des personnes qui se sont réclamées comme représentants à New York ici. D'abord, je vous informe en tant que ministre et la famille que c'est une information qui est fausse. Ça n'existe pas malheureusement, parce qu'il faut se dire la vérité. Et il y a des personnes aussi qui sont venues se faire représenter comme des représentants des Guinéens. Excusez-moi, je suis obligé de vous couper. Je n'ai donné la liste de personnes qui disent que telle représente telle entité ou pas. Si nous pouvons... Oui, non, ça n'existe pas. Donc, étant donné que je voudrais qu'on pose des questions sur ce que je viens d'avancer. Si vous dites quelque chose que je n'occulte pas, ça va nous... OK? Parce qu'on me dit que c'est la presse qui doit poser la question. Donc, vous terminez et on passe au maître de cérémonie. Voilà. Et je m'excuse avec la presse. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, c'est l'amour qui nous lie pour notre patrie. Ma contribution d'abord sur le département, je commencerai d'abord à travers les informations que vous avez données, qu'on voit la façon dont vous avez éliminé le système que vous avez mis en place pour enregistrer les Guinéens au Canada avec un système numérique que je n'ai pas beaucoup apprécié parce que d'abord la famille, ce département ne doit pas faire partie de la famille. Moi je pense, c'est ça ma contribution, que c'est nous d'abord. Pourquoi? Parce que le département là doit exister maintenant et après vous. Donc c'est un système qu'on doit mettre en place pour le faire fonctionner. Ce n'est pas de s'inquiéter pour nos enfants pour l'instant. Donc voilà ce qu'il faut, ce que je peux faire un amendement sur ce point. Deuxième point, je voulais aussi parler des structures, sur le structure organique. Je souhaiterais que vous tenez en compte la valeur intrinsèque des personnes avant de constituer votre structure. Les systèmes organiques qui doivent exister. Les personnes qui doivent représenter cette communauté ici doivent être des personnes de valeur et de compétence. C'est pourquoi je vous demanderai de prendre note tout de suite afin que vous sachiez qu'il doit y avoir des commissions de profession. Il faut qu'on se retrouve en profession. Il y a des médecins qui se retrouvent. Il y a des ingénieurs qui se retrouvent à travers leur profession. D'ailleurs, laissez-moi vous le dire, je suis l'une des personnes qui a commencé à parler de la réconciliation nationale sur la base de la proposition. Question. Non, c'est pas une question. Non, c'est question. Je vais vous donner mon email. Je n'aime pas couper les gens en général. Le procédé alphanumérique, c'est pour l'ensemble des pays du monde. C'est pas le Canada. Non, je viens vous... Parce que votre réponse, ça veut dire que vous n'avez pas compris. J'ai peur, si vous allez faire le compte rendu à votre fils, de 15 ans à la maison, et il faut qu'il comprenne que c'est un recensement de l'état civil de la diaspora guinéenne à travers le monde. Voilà. Vous dites que ça ne vous intéresse pas les enfants. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous donne mon email. Et pour que nous puissions évoluer. OK? Vous posez une question. Si vous voulez faire une contribution, je vous donne mon email. OK? D'accord, merci. Merci pour les contributions. Maintenant, ma petite question est de savoir, depuis la création de ce département, vous avez organisé des forums en Conakry. Alors, est-ce que ces forums-là ne devraient pas avoir lieu d'abord ici aux États-Unis afin qu'on se connaisse d'abord pour en discuter réellement les choses? Et quels étaient vos objectifs dans ce sens-là en le faisant à Conakry? Voilà la dernière question que je voulais poser. Mais j'ai beaucoup d'amendements que je voulais contribuer à votre département. Mais puisque vous vous intéressez mieux à la question, je m'arrête là. Alors, répondez à cette petite question. Et pour ce soir, c'est tout ce que j'ai à dire. OK. Merci pour le contact. OK. D'abord, pour que je vienne faire le forum ici, il faudrait que j'ai l'identification des structures qui existent pour que les structures soient informées, que nous puissions les réinformer par email pour dire que organisez-vous pour le forum. Et le forum ne se fait pas comme ça. Lorsqu'on doit faire un forum, il faudrait élaborer les termes de référence de ce forum. Et lorsqu'on élabore les termes de référence d'un forum, on choisit les conférenciers, les participants, ils sont connus
d'office et tout est planifié. Le terme du forum, c'est sur quoi? Il faut que le terme aussi soit connu. Nous allons discuter sur quoi autour du forum. Donc voilà. Et on ne peut pas faire un forum sans avoir un budget validé par l'Assemblée nationale qui n'existe pas, donc le CNT existe, que le budget soit validé pour qu'une dépense soit exécutoire. Il ne peut pas y avoir un 12e provisoire pour un gouvernement qui vient de s'installer et qui n'a trouvé que $500 dans la caisse. Le gouvernement guinéen ne peut pas jouir de 700 millions de dollars qu'il a pu prendre en taxes et autres, parce que le Fonds monétaire international doit dire qu'est-ce que vous devez utiliser les fonds, vous ne pouvez pas l'utiliser maintenant, voilà comment vous devez fonctionner. Le gouvernement guinéen ne peut pas faire un travail selon sa volonté sans s'adapter à la procédure mondiale du Fonds monétaire international. Donc, où nous allons enlever l'argent pour venir faire le forum ici. Et si je viens faire le forum ici, il faudrait que je me déporte avec tout mon cabinet. Parce que pour faire un forum, il faut d'abord organiser les journées portes ouvertes. La journée porte ouverte, c'est quoi? C'est une journée où chaque service énuméré ici, que vous avez entendu, chacun des chefs de service doit parler de sa fonction, ce qu'il doit faire comme travail. Donc, c'est les journées portes ouvertes qui vont connaître, valoriser le ministère, qui n'était qu'une direction. Ça, c'est un. Le forum, on va le faire aux États-Unis. La même chose va être dite dans les 111 pays. Les 111 pays aussi peuvent dire la même chose que vous. Quel que soit le nombre de Guinéens, même si c'est un seul Guinéen, c'est une vie. Une vie. Nous devons respect à la vie là, même si c'est un seul. Ça, c'est... Les affinités socio-professionnelles dont vous dites comme ça là, le logiciel va vous permettre de faire le recensement de tout cela. C'est vous qui allez faire. Moi, je ne connais pas le quartier, je ne connais pas le secteur, je ne connais pas où habite Mamadou, dans quelle zone il est. Mais notre point focal, qui est là, va nous servir de relation administrative. Et le volontaire, à New York ici, qui est disponible pour travailler avec l'ambassade, avec tout le monde. Parce que le délégué ne doit pas être issu d'un parti politique. Hein. Il peut appartenir à un parti politique, mais il ne peut pas être responsable d'un parti politique. Donc ce délégué doit pouvoir prendre les documents pour partager à tout le monde et travailler. Donc on ne peut pas dire que non, on ne prend pas les taximètres, on ne prend pas celles qui font le salon de coiffure, on ne prend que les docteurs pour faire ça. Non, oui, c'est celui dont la disponibilité est là et celui que tout le monde respecte et qui respecte tout le monde en échange. Le délégué n'est pas un représentant du RPG, ce n'est pas un représentant du UFDG, ce n'est pas un représentant d'un parti quelconque. Non, je vous le dis et je répète, le délégué n'est pas un représentant d'un parti politique. Le délégué, c'est la personne que nous, vous tous, vous allez choisir. Moi, mon ONG qui est là ou bien qui est dans un autre État qui va choisir, c'est celui-ci qui va avoir le droit de siéger au sommet ici, Nations Unies, pour dire, moi, je parle au nom de la diaspora guinéenne des États-Unis. Je parle au nom de la diaspora guinéenne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, il faut comprendre son inquiétude. Il faut comprendre. S'il vous plaît, monsieur. Non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, le monsieur qui est debout là. Le monsieur, vous savez, on est dans un pays démocratique. Il est en train de nous gêner, mais c'est la démocratie. On va le laisser parler. Si on avait une journée, chacun allait parler jusqu'à ce qu'il se taise. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, attendez qu'on vous donne la parole. Monsieur Chérif. La chemise verte là. Non. Une autre chemise verte là. Donc, si vous ne le laissez pas dire ce qu'il pense, bien sûr, il dérange tout le monde. Mais dans ce qu'il est en train de dire, que ce soit dans l'ordre ou bien dans le désordre, son inquiétude, c'est qu'on a eu l'ambassadeur de Guinée en Libye.
Il a été mis là-bas par affinité, par copinage. Lorsque j'ai dit à l'ambassadeur, donnez-moi l'identification des Guinéens qui se trouvent en Libye, madame, moi je ne sors pas, on tire partout. Écrivez-moi les noms des gens qui sont là-bas. Ah, moi je ne sais pas écrire, mon secrétaire n'est pas là aujourd'hui. Depuis combien de temps vous êtes ambassadeur? Depuis le temps de Lansana Conté, je suis ici. Je vous le jure, j'ai fait toute l'opération sans lui. Toute l'opération, donne-moi mon sac, sors mon sac. J'ai fait toute l'opération sans lui. Problème de compétence, ça demeure, c'est dans nos difficultés. Je vais vous donner ma carte de visite. Monsieur, je ne connais pas votre nom. Je vais vous donner ma carte de visite. Je vais vous donner ma carte de visite. Vous allez m'envoyer tout ce que vous voulez. On va échanger. Et en écoutant l'ensemble des critiques, ça va me permettre de m'améliorer, d'enlever les bons et ce qui est mauvais. Ouais. Ouais, une minute. Vous avez vu ça? Lorsque j'ai géré le retour des Guinéens, la diaspora et partout, les blessés, voilà comment ma main était. Complètement broyée. Et les 4 doigts, il y a le fer sur les 4 doigts. Lorsque j'ai fait ça. Donc ce que je suis en train de faire, je fais par patriotisme. Et tout le monde connaît RBB. Moi, il n'y a pas d'influence que c'est le parti qui me guide et autres là. Non. Là où je trouve le respect, la dignité, c'est là où je suis. Si ça ne marche pas, je me retire. C'est comme ça. Donc j'ai donné ma carte de visite. Si vous voulez mes cartes de visite, je peux vous le donner. Si vous voulez, parmi vous, d'autres vont appeler pour m'insulter. Ce n'est pas grave parce que ça ne va pas être chaque sur ma peau. Si vous voulez vous m'apporter des conseils, je ne ferai que servir le pays. Je suis votre employé. Je me mets à la disposition du maître de cérémonie pour organiser les débats parce que je n'ai pas la compétence de le faire. Il faut montrer ça aux dames là. On commence par la presse et on va au public. On commence par Madame Binta Adjafé. Oui, j'ai besoin de ça. Laisse les faire. Ouvre le dossier. Oui, je vous écoute. Bonsoir, je suis Madame Tapé Binta Anne, journaliste. Je vous remercie pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit, c'est nous qui devons aller vers vous et vous déplacer. On vous remercie pour ça. Le projet aussi, on le soutient. Je connais bien celui pour le soutien. Tenez, madame. Je parlais du projet du Haut Commissariat des Guinéens. C'est un bon projet parce que je fais partie de celui du Haut Commissariat des Français à l'étranger car j'ai la double nationalité. C'est un bon projet parce qu'on a réussi à instaurer des députés à l'Assemblée nationale, on a réussi à obtenir des bourses pour nos enfants, même s'ils ne sont pas nés en France, on a réussi à avoir des aides sociales, même si nous vivons ici, des aides sociales de la France. Donc pour la Guinée aussi, si ça réussit, ça ne peut que vous bénéficier, nous bénéficier tous. Ça ne bénéficie plus que ça ne bénéficie sur la Guinée. Ma question c'est pour les personnes qui voudront partir en Guinée s'installer. Les démarches en Guinée, ce n'est pas du tout facile quand on vient pour s'installer. Il y a 3 mois, je suis partie, j'ai une ONG pour les enfants et les femmes. Je suis partie pour enregistrer l'ONG. Je suis enregistrée aux Nations Unies ici et à New Jersey. Je suis partie pour l'enregistrer en Guinée. J'ai eu plus de difficultés à l'enregistrer en Guinée qu'à l'enregistrer aux Nations Unies et à l'enregistrer à l'État de New Jersey. On m'a tellement fatigué les démarches administratives. Partout où on va, on dit faire place bébé. Elle est venue chercher une place, elle cherche. C'est-à-dire, on m'a tellement fatigué, je payais de gauche à droite le prix des colas par-ci, par-là, juste pour enregistrer une fondation qui aide les enfants et les femmes guinéennes. Donc, je veux savoir, je suis partie à votre ministère, mais malheureusement, vous étiez malade, pour voir si je pouvais recevoir de l'aide pour accélérer. Mais je veux seulement savoir si vous avez mis
si vous avez des dispositions pour nous, pour pouvoir nous aider à faciliter ces démarches administratives quand nous venons de l'étranger, pour que nous puissions ouvrir quelque chose ou installer quelque chose pour le bien-être de tous les Guinéens. Je vous remercie. Oui, voilà, guichet unique à l'aéroport. Voilà, guichet unique ici à l'aéroport. Dès que vous arrivez, vous déposez une copie de votre dossier, un représentant du département à l'aéroport. Voilà, ici c'est dans le plan d'action. C'est dans les chemises. Bonsoir à tous, je suis Farida Makedna, je représente le média japonais. Bonsoir Madame la ministre et vous avoir ici. Eh bien, vous avez soulevé certains points qui sont très intéressants et très importants pour la diaspora guinéenne, à savoir la non-participation des Guinéens aux activités politiques et économiques dans votre pays. Et bien, vous avez aussi évoqué le fait que votre ministère est nouveau, c'est-à-dire que ça fait 1 an que vous êtes en fonction et que c'était juste un département. Alors, ne pensez-vous pas que la nouveauté de votre ministère est quelque chose de nouveau aussi pour cette diaspora, ce qui explique le fait qu'il n'arrive pas à collaborer avec vous comme il se doit, et aussi le fait que votre pays, pendant longtemps, a connu des situations politiques difficiles que vous avez aussi énumérées et qui justifient l'exil de plusieurs Guinéens aux États-Unis comme dans d'autres pays. Je pensais pas qu'il y a un certain manque de confiance entre les Guinéens gouvernés et gouverneurs, entre eux et l'État, qui a besoin d'être restitué afin qu'une meilleure collaboration puisse avoir lieu. Et enfin, mon dernier point concerne votre budget. Vous avez évoqué que vous avez besoin en principe de 40 milliards de manière utilité que 9. Vu la restriction monétaire et financière que vous avez, quelles sont vos priorités? Quels projets allez-vous prioriter maintenant en fonction de vos capacités financières pour assister à la Guinée de l'espoir? Je vous remercie. Merci bien. Ce département est tout nouveau, d'accord. C'était une direction, on en a fait un ministère. J'étais nommé ministre d'une direction, mais c'est devenu un ministère aujourd'hui. Il n'y a aucune difficulté de travailler avec la diaspora guinéenne, car c'est la diaspora guinéenne qui m'a aidé à avoir le cahier de charge. C'est à partir du cahier de charge que j'ai pu faire ce plan d'action. Je ne suis pas aussi, je peux pas aussi créative pour pouvoir élaborer un tel plan d'action si je n'avais pas connu les besoins. Ce dont la dame parlait des difficultés, donc il y a eu le guichet unique que nous avons mis en place pour faciliter les tâches, pour que le Guinéen de la diaspora, dès qu'il allait à l'aéroport, qu'il ne souffre pas, ou bien qu'il ne soit pas abusé par certaines personnes. Il n'y a pas de problème avec la diaspora guinéenne. C'est plutôt la diaspora en dehors de la Guinée. Si celle-ci s'était organisée, ça allait être beaucoup plus facile pour moi de dire au président des Guinéens de New York, écoutez, tel ministre arrive aujourd'hui, vous venez accueillir le ministre. Et lorsque vous recevez le ministre, vous dites, Madame le ministre ou Monsieur le ministre, les Guinéens de New York, des États-Unis, veulent vous rencontrer, bien les Guinéens de New York. Nous sommes dans cette salle. On se dit bien, bonjour, très bien dehors. Lorsqu'on rentre dans la salle, comme mari et femme, on se dit maintenant les 4 vérités. Mais lorsqu'on le fait dehors et puis dans la salle, on ne se dit pas. Je me demande comment amener les informations là-bas. C'est plutôt les Guinéens, la diaspora du monde. Nous attendons qu'ils s'organisent pour que nous puissions collaborer. La confiance, elle est là, elle existe, cette confiance, elle existe. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à 75 000 possibilités de construire des maisons, les logements sociaux, c'est parce que tout simplement nous avons échangé avec autant de Guinéens qui souhaiteraient avoir des logements sociaux. Voilà pourquoi dans le chapitre service d'appui à la promotion de l'habitat et du logement, nous avons affecté là-bas un certain budget pour que ça fonctionne. C'est le seul ministère qui a eu à faire un tel travail en mettant les budgets autour pour que ça fonctionne. Donc, nous n'avons pas eu le budget en 2011 parce que nous avons démarré. À un moment, il n'y a pas l'Assemblée nationale, et donc le CNT qui a voté le budget, et ils l'ont voté qu'en décembre, là, seulement en décembre. Donc nous avons une notification qui dit que c'est 9 milliards. 9 milliards, c'est ce qui nous a été alloué. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'avenant. La loi de finances, c'est quoi? C'est ce qu'on vous donne. Mais si vous avez des besoins, des priorités qui sont acceptées en Conseil des ministres, c'est exécutoire. On démarre avec 9 milliards, puis après on va monter petit à petit. Lorsque j'ai dit que pour mettre en place le Haut Conseil, le budget s'élève à près d'$1 million pour voyager à travers tous ces pays du monde, pour faire venir tous les délégués,
les 111 des pays, les 111 pays, et si nous devons finir exceptionnellement les 50 volontaires des États-Unis, payer leurs billets, les héberger, leur donner les kits et tout le reste, on a un budget, ça se chiffre. Donc ce budget, ça passe en Conseil des ministres, le Conseil des ministres approuve ou bien rejette. S'il approuve, directement le dossier va, le projet va chez le ministre du budget, qui l'annote et ça va au ministère des Finances et tout de suite c'est payé. C'est l'unicité de caisse qu'il y a pour tout le monde. Donc dans ma caisse à moi, je n'en ai pas, notre ministère n'a pas de caisse, mais il y a l'unicité de caisse où tout le budget pour le fonctionnement du gouvernement, de toute la Guinée, c'est dans une seule caisse. Donc c'est là-bas qu'on va imputer en fonction des besoins. Donc il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si vous bougez tout de suite, là, vous me dites que vous avez ici 50 volontaires, tout de suite, j'enregistre les noms de 50 volontaires, je rentre, je m'organise pour payer les billets de 50 personnes pour qu'ils soient le 30 mars à Conakry. Il n'y a pas de problème. Hein. Oh, ok. Madame Dangani, soyez la bienvenue ici à New York. Merci. Monsieur le consul, chers invités. D'abord, votre projet que je viens d'entendre, c'est un projet formidable. Mais une seule chose que je remarque au sein de la communauté guinéenne, est-ce qu'il ne fallait pas d'abord essayer de vraiment travailler sur le tissu social avant de vraiment entamer ce programme? Parce que ce que je vois ici à New York, nous avons plus de 10 000 Guinéens ici à New York. Et je ne sais pas, et je suis sûr et certain, aucun ici ne peut vous dire qu'il est venu au nom de New York, ici, représenter New York. Alors, cela est pour que vous soyez bien accueillis ici à New York. Je pense que vous-même, vous devez vraiment, vous intégrer et, demander pardon aux femmes new-yorkaises. Pourquoi? Je veux dire une seule chose. Vous êtes une sœur. Il y a eu beaucoup de ces événements qui sont passés en Guinée. Tous ces événements-là sont passés, et étant donné que vous étiez ministre, vous n'aviez pas vraiment condamné ces événements. Alors, ce qui fait que les New-Yorkais sont fâchés contre vous, je vous dis la vérité, essayez de vous vraiment réconcilier avec les New-Yorkais, et encore essayez que les Guinéens se réconcilient entre eux pour entamer de tels projets. Ça, c'est des bons projets qu'on a beaucoup envoyés depuis. Le Sénégal a ces mêmes projets. Nous envions aux Sénégalais qui sont là, eux, ils peuvent toujours envoyer de l'argent et aller prendre une clé et rentrer dans leur maison. C'est une bonne initiative. Mais nous voulons que vous-même, vous vous réconciliez avec les New-Yorkais et pour vous faciliter la tâche de faire votre travail. Et pour moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez entamé dans ces démarches pour faire une réconciliation nationale et une réconciliation des New-Yorkais. Moi, on m'appelle Mohamed Kababa. Vous savez d'où se vient ce nom. Le social, avant, on n'avait pas ces problèmes. C'est maintenant qu'il y a eu une déchirure qu'on ne peut pas imaginer. Vous êtes marié à une malinquée, à un malinqué, et vous êtes peur. Il y a ça, c'est que il y a beaucoup de nos aînés, il y a le social qui est là. Alors je vous prie de faire tous les moyens possibles, d'essayer de réconcilier les Guinéens d'abord, avant de entamer notre projet. Merci. Que je vous remercie. Je remercie beaucoup. Mais je ne sais pas s'il y a des histoires entre les New-Yorkais. Moi, je suis heureuse d'avoir l'information ici. Parce qu'ils sont fâchés parce que je n'ai pas démissionné. J'aime bien ça. Ils sont fâchés parce que je n'ai pas démissionné. Je vais vous renvoyer la question. Le 3 septembre 2009, il y a une réunion qui s'est tenue au camp.
où 15 ministres ont participé. Moi, je suis venu, on m'a dit de quitter. Pas assister à cette réunion. En quittant, je suis allé voir le ministre de la Défense pour lui dire que moi, si le président ne fait pas confiance, moi, je n'ai rien à faire ici. Je m'en vais. Mais j'étais tellement en colère, tellement en colère, tellement en colère que je me suis emportée, j'ai raté une marche. Entre le 3 et le 5 septembre, je ne savais même pas si j'allais survivre, pas, parce que c'est le fer que j'ai tapé, tout mon visage était bleu. Je suis partie moitié dans le coma pendant 2 mois. J'ai fait septembre, octobre. Papa est décédé le 11 novembre. Le 17 novembre, je suis rentrée en Guinée. Le 29 septembre, je n'étais pas en Guinée. Mais de mon lit d'hôpital, je suis allée parler à l'UNESCO là-bas. Parler là-bas. Ça a été censuré en Guinée, mais le monde entier avait suivi l'UNESCO là-bas. Je condamnais ce qui s'est passé en Guinée pour les enfants et beaucoup d'autres personnes. Mais lorsque on me dit d'abandonner le navire, parce qu'il y a quelqu'un à bord que les gens n'aiment pas, ou bien il y a un tueur à bord, d'abandonner, si j'abandonne, le tueur est le propriétaire de ce navire, ou bien c'est lui qui gère le navire, j'abandonne le navire parce que je ne dois pas être avec cet individu. Moi, en quittant en tant que mécanicien et autres, je vais mettre en péril la vie de tous les autres passagers qui se trouvent dans cet avion, dans ce bateau. Je me suis dit, je sacrifie Madame Rougui de 2010 et plus. Mon avenir à moi, je sacrifie. J'ai fait 3 mois en dehors de la Guinée. Tout ce qui s'est passé, je n'étais pas en Guinée. Lorsque je suis venue avec le corps de papa, l'enterrement, puis je suis restée, je n'ai pas voyagé. Donc je me suis dit, je gère 2 millions d'élèves, 2 millions et quelques d'élèves, 40 000 enseignants. Oh, j'ai laissé la photo à l'hôtel. J'ai obtenu le financement pour construire 40 000 logements pour les enseignants. Un financement sans aucune garantie bancaire, tel que ce que j'ai trouvé pour la diaspora. Donc c'est un financement taux zéro, il n'y a rien de tout dessus. Pour les 40 000 enseignants qui sont là, qui ont passé toute leur vie avec la craie, qui aujourd'hui ne peuvent même pas s'acheter une bicyclette. Et que les personnes qu'ils ont enseignées ont aujourd'hui des buildings, des voitures et tout ce qui s'ensuit. Je vais abandonner ces 40 000 enseignants. Les 2 millions de l'enseignement préuniversitaire, alors que pour ceci, on avait commandé pour chacun d'eux la possibilité que chaque enfant puisse avoir le matériel didactique, un livre de mathématiques, un livre d'histoire, un livre de géographie, un livre de philosophie, pour que chaque élève puisse avoir ça, puisse un dictionnaire. J'avais obtenu tout ça et c'était OK pour les enfants. Maintenant, il y a eu ce problème avec le président Dadis. J'ai démissionné par solidarité. Est-ce que ça va le déstabiliser? Ça ne va pas le déstabiliser lui. Mais les autres qui sont à l'extérieur vont dire, ah, en tout cas, il l'a abandonné, elle l'a laissé seul là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 2 millions d'enfants et les bacheliers, parce que pour les bacheliers, on leur avait préparé quelque chose, c'était bac avec tolérance zéro. Tout le monde sait que le bac de 2009, le bac a été reconnu partout dans le monde entier. Tolérance zéro, ça s'est passé d'une manière, c'était vraiment serré. Il y avait ce programme. Il faut sacrifier cette génération, sacrifier les 40 000 enseignants, les 2 millions d'enfants qui avaient la possibilité d'avoir tout pour l'année là. Si on perd l'offre, le don avec les institutions d'alors, il faut attendre encore X années pour l'avoir. Est-ce que celui qui va venir, ça va être la même chose? On ne sait pas. Je me suis dit, je reste dans le navire, je contrôle, je me bats pour contrôler le tueur le soi-disant tueur qui est dans le navire, et je sauve les enfants qui sont là. Je vais sauter sur le feu, alors que les poussins ne peuvent pas sauter sur les cailloux, il y a un foyer éteint ici. Il y a un foyer éteint, les poussins ne peuvent pas sauter. Moi, je vais sauter, partir. Comment eux, ils vont faire?
J'ai reçu plus d'une centaine d'emails. Qui t'abandonne, va, sinon ton avenir politique c'est foutu et autres là. Je dis l'âge que j'ai aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé. Si vraiment je suis sans avenir en restant là, je reste, je contrôle la situation. Mais je ne vais pas partir pour que quelqu'un d'autre vienne faire de ce programme un programme de tiroir et autres là. Lorsque j'arrivais, les livres ont été annulés, toute la procédure a été annulée. Je n'ai plus à voir que le dictionnaire. J'ai offert le dictionnaire aux élèves. Il y en a qui ont pleuré. Ils n'avaient jamais ouvert un dictionnaire. C'était des dons que j'avais reçus, mais ça avait disparu. Vous allez à Conakry, vous allez trouver tous ces livres-là sur le marché. On est en train de vendre tous ces livres-là, alors que c'est les enfants qui devaient en bénéficier. J'ai dit, je reste pour eux. Je reste aussi autour de la table de négociation pour dire ce que je pense et comment je dois défendre. J'ai passé toute ma vie à défendre les femmes et les enfants. J'étais 10 ans maire d'une commune. C'est dans mes revendications. Et lorsque j'ai dit au président Conté, écoute, ça sert à rien que tu te représentes en 2008, ça sert à rien que tu te représentes, c'était 2005 ou je ne me rappelle plus de l'année, parce que les femmes pleurent sous la pluie, ce que tu as promis, tu as changé, tu n'es plus la même personne. Alors là, ça m'a coûté quoi? J'ai fait la prison. Donc je me bats pour ça. J'ai passé mon temps à me battre pour ça. J'étais la première femme maire élue en 1991. En 1986, j'avais ma propre compagnie. J'ai ici avec moi, je peux vous montrer un papier, un chèque de 10 000 $ que j'ai signé en 1987 qui a été payé. J'ai le document avec moi ici. Sors le document, c'est mon sac. J'ai dit ça va, ok. Pour vous dire que j'avais ma propre compagnie, RBB. Donc j'ai réussi les élections seule. J'ai fait tout ça. Soit je reste autour de la table de négociation, je discute, c'est ce que je disais. Je dis au lieu que les gens crient dans la rue, qui restent autour de la table de négociation, qui me disent ce qu'ils veulent. Moi je vais en conseil, j'en discute. C'est soit on m'enlève ministre, ou bien on me laisse parler, et vous allez savoir. Et si je viens, je n'ai pas un papier écrit pour montrer ce que je dois montrer, ça ne peut pas aller. Me réconcilier avec eux, quoi. D'accord, moi je n'ai pas démissionné. Mais il y a eu des ministres qui sont restés en 2009, qui n'ont pas démissionné, qui ont été reconduits en 2010. Qui a parlé? Qui parle aujourd'hui de Kayet Saifon qui a fait les 2 ministères? Pourquoi elle n'a pas démissionné? Elle est Peul? Elle est 100% Peul? Moi, je suis Quarteron. Moi, je suis Quarteron. J'ai ma maman, c'est que Soussou, je suis trop mélangée. Je suis trop mélangée. Je vais chez les Peuls, on me dit, ah d'ailleurs, t'es pas ma Peul là-bas, il n'y a que nous entre nous Peuls. Je vais chez les Soussou, ah non, va chez tes parents Peul là, parce que vous là, vous êtes trop malin. Je vais chez les malins, bon, on va se taire, vous voulez que je fasse, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Lorsque moi j'étais maire de commune, mes enfants sont nés, en ce moment-là j'étais maire de commune. Pourquoi je me suis exilée? Mes enfants, on les frappe à l'école. Les gens ne peuvent pas les frapper chaque fois à l'école. Le maître d'école a fini par dire, madame, hey, enlevez vos enfants ici. Ma fille est partie, elle n'avait que 2 ans et demi. Elle ne parle aucune langue du pays. Parce que je n'étais pas à côté d'elle. Elle était avec des gens qui ne parlaient pas la langue du pays. Dites aux gens de New York, si vraiment il faut que je me sacrifie pour qu'il y ait la réconciliation, je leur donne ma vie. Mais je ne signifie rien. Je ne signifie rien dans cela. Rien de tout ça. Rien. Je n'ai aucune valeur pour apporter, changer quoi que ce soit dans leur vie. Je ne suis qu'une ouvrière, un travailleur. Je ne suis que ça. Lorsque j'étais en prison, j'ai fait 9 jours sans boire, ni manger. Je faisais 86 kilos. Je sortais, j'avais 36 kilos. Je suis sortie de prison. Chaque jour, on appelait pour savoir, le président Conté appelait pour savoir si je suis vivante encore. On dit elle est vivante. Mais non, elle est assise là, même fois, elle ne fait que réciter le Coran là où elle est là. Je suis restée comme ça, sans manger. Les bols qu'ils envoyaient tous les jours, elles sont restées là, dans la prison, c'est resté là jusqu'à la fin. M. Sampul l'a dit, prenez-la, mettez-la, envoyez-la dans le cachot des criminels là-bas. Eux vont s'en occuper. Ils m'ont amené là-bas. M. Bangoura, qui était commissariat là-bas, il dit non, elle n'est pas criminelle, on ne va pas la mettre là-bas. Il m'a mise dans la cellule de santé de la sûreté. Mais tout ça là, je ne marchais plus, je ne voyais plus puisque je ne mangeais pas. Donc je ne voyais plus les gens, j'entendais mais je ne voyais plus les gens. Et mon ventre, on pouvait verser l'eau sur mon ventre ici, c'était devenu une cuvette, puisque je ne mangeais pas. J'ai fait ça pour les femmes, pour moi-même, pour tout le monde.
Je vais démissionner. Mais ça les arrange que je démissionne, ils vont mettre quelqu'un d'autre de leur groupe là-bas. Si je quitte, ils mettent... Hey, mais si je quitte, ça les arrange. Si moi je quitte, ils mettront un de leurs. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc on doit dépasser ce stade-là. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il y a espionnage et contre-espionnage, des espions qu'on envoie dans les endroits, qui deviennent même clochards, vivent avec les clochards pendant 2 ans? Mais c'est pour qu'ils puissent éteindre les attentats, les risques d'attentats qui peuvent arriver. Vous avez un père de famille, 31 jours sur 31, il est là, assis avec les clochards. Au métro ici, à Harlem, dans les quartiers, assis là-bas, il se met même il est crasseux, il dort dehors. Il ne rentre pas chez lui, 7 jours sur 7. On vient, il lit les clochards. Mais alors que c'est lui qui renseigne tout ce qui se passe à cet endroit-là. Je ne dis pas que j'ai cette qualification d'être espionne ou autre là. Mais je savais que si je suis là, on ne peut pas faire du mal à certaines personnes parce que je suis présente. Je dis non. Donc il y a eu la réunion qu'ils ont voulu organiser là-bas. Je ne sais pas c'est quelle réunion. Je n'ai jamais su quelle réunion, mais il y avait 15 ministres. Moi, on m'a dit de ne pas aller. Elle, on a honte d'elle. Elle n'a qu'à quitter ici. Il ne faut pas qu'elle soit là. J'étais là-bas de 15h à 21h. 21h, maintenant, ils nous reçoivent. Vous savez, à l'époque, ils nous gardaient longtemps. 21h, ils nous reçoivent. Eh bébé, à toi, va, on a honte de toi, va. Je dis, monsieur le président, je suis ministre. Non, va. C'est comme ça que je suis sorti. Il ne m'a pas insulté, tel qu'ils le disent des mots là, rien. Pas insulté, dit qu'il avait honte de moi, il me respecte trop. Ceux qui sont en train de dire, je ne vais pas entendre et qu'il faut que tu quittes. C'est comme ça j'ai quitté. On ne s'est vu que le décès de papa. Donc, dites aux gens de New York. Je comprends aujourd'hui pourquoi lorsque j'étais à l'hôpital, à Moché, personne ne m'avait envoyé un mot de réconfort pour m'encourager, me dire bonjour. Dites-leur que je comprends aujourd'hui lorsque j'ai perdu mon père, pourquoi personne n'est venu me dire bonjour, même mes oncles, même les petits frères de mon père, même les petites sœurs de mon père qui vivent ici depuis 30 ans. Personne n'est venu me dire bonjour. Mais je n'ai pas fait des histoires. Aucun membre de ma famille vivant aux États-Unis n'est venu me voir. J'ai fait 4 mois à l'hôpital, entre la vie et la mort, 4 mois à l'hôpital. Je vais vous dire comment j'ai fait cet accident-là. Personne ne m'a posé ça. C'est hors sujet. Mais je vais vous dire combien de fois beaucoup de gens voulaient ma mort. La photo que vous venez de voir là, ici, tout de suite là. Les consuls n'ont qu'à fermer les oreilles. Non, I have to. Je suis allée, il y avait des gens voyageurs, c'était au moment de la campagne, il y avait des voyageurs qui étaient là, qui devaient voir à l'époque, on avait notre président de campagne, le professeur Alpha. On me dit de les accompagner chez le vice-président de l'Arc-en-Ciel. Je suis allée pour les accompagner chez le quartier du PDN. Je l'appelle, il me dit d'attendre au Carrefour, le Matoto, qui m'a envoyé quelqu'un, c'est pas la peine d'aller jusque chez lui. J'ai dit d'accord. J'ai attendu au Carrefour, mais c'est pas moi qui conduisais, ni mon chauffeur, ni mes gardes-corps. C'était le journaliste Cissé, Sori Cissé. On est arrivé au Carrefour là, on a attendu 15 minutes, l'envoyé n'est pas venu, personne n'est venu. Puis j'ai dit, on a trop duré, il est 22h là, bon, on va avancer, aller chez lui. Nous avons avancé, nous sommes allés chez lui. Devant sa porte, Sori Cissé garde la voiture à l'entrée. Je dis, mais fais rentrer la voiture. Non, ça va. J'étais juste là, en face de la porte. J'ai dit, moi, j'aime pas ça. Il dit, madame, rentrons, il fait nuit. Donc, nous sommes rentrés. En rentrant, j'ai vu une voiture garée juste sur le trottoir du portail de M. Kouyaté. C'était sa voiture noire. J'ai dit au chauffeur, bonjour. Il dit, Excellence, ça va. Il m'appelle Excellence parce que je fus ministre quelques années auparavant. Je dis, ça va. Je dis, c'est vous qui venez à notre rencontre. Il dit, non. Je dis, bon, ça va. Je dis, il est là-dedans. Il dit, oui, il est là-dedans. Je suis rentré dans la cour. Au lieu d'ouvrir le portillon, ils ont ouvert le grand portail. Je suis rentré. Ils ont fermé le portail derrière moi. Donc, j'étais dans sa cour. Une cour qui fait comme ça, long de là, je ne sais pas ceux qui connaissent Chokouyaté. J'étais dans sa cour. Au milieu de sa cour, j'entends, attention. Le temps de me retourner, j'ai senti un coup sur mon dos et un deuxième coup sur la joue. Donc, je me suis élevée et tombée, je crois que j'ai perdu connaissance 2 ou 3 minutes. En tombant, on m'a raconté après à l'hôpital que j'ai essayé de m'agripper entre les 2 voitures. Je suis tombée entre les 2 voitures. J'essaie de m'agripper. Le pare-choc s'est coupé, c'est qui a séparé mes doigts. Les 2 là, c'était complètement séparé. Il y avait que la petite peau là ici. Donc, ils ont tout remis, refixé. Et ça, c'était broyé, avec, comme si c'était des petites dents seulement.
Donc je suis tombée entre les deux véhicules. Maintenant je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois cette voiture rentrer marche arrière toujours. Et puis le conducteur qui avait sa tête qui cognait le sol comme ça. Sa tête cognait le sol. Je regardais, mais moitié éveillé, moitié pas éveillé. Après, je su maintenant que j'avais fait un accident. J'ai dit, appelez Kouyaté. Il y avait beaucoup de gens dans la cour. Personne n'est venu. Dehors, lorsque je rentrais, il y avait plus de 6 gardes, dont les bérets rouges, les gardes privés qui étaient dehors. Personne n'est rentré pour m'aider. Je dis, appelez Kouyaté, appelez-le. Appelez-le, personne n'a bougé. Il y a un petit qui est venu, il dit, c'est Madame Rougui. J'ai dit, oui. J'ai dit, aide-moi à me lever, il m'a aidé à me lever. Je dis, aide-moi. J'ai marché vers la porte de M. Kouyaté. C'est de là, il est sorti de son salon, il est venu dans sa cour. Entre-temps, la voiture folle s'était garée en tapant. Le groupe électrogène qui était là, elle s'est garée. Mais en se garant, j'ai entendu un deuxième cri. Donc celui-ci qui était avec moi, il l'avait cogné une première fois, une deuxième fois, il est monté sur lui, sur ses pieds. Donc il avait les jambes cassées. Kouyaté sort, j'étais en sang, comme ça. J'ai dit, mettez-moi un garrot ici. Je suis Hadja il y a 2 mois. Je ne vais pas mentir sur quelqu'un. Prenez ça en off sur les caméras. Donc je lui dis, mettez-moi un garrot. Il dit qu'il n'a pas de garrot. Il ne m'a pas mis le garrot. Mettez-moi le garrot, s'il vous plaît. Il n'a pas mis. Je lui dis, prenez mon foulard. Il dit qu'il n'en a pas. Je lui dis, mettez mon foulard. Le sang là maintenant m'a arrosé mon visage, tout mon corps. Sa femme est sortie et dit, hé, qui nous a attaqués? Je dis, non, c'était un accident. Le jeune homme qui m'avait aidé auparavant est venu à côté de moi. Une femme est sortie que j'ai reconnue. J'ai dit, aidez-moi à sortir d'ici. Après Kouyaté dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, vous avez 2 hommes à terre. Donc son chauffeur, lui, il était mort sous le coup. Il a voulu sauter, il est tombé par la tête. Le deuxième qui m'a accompagné, lui, je crois qu'il était mort, mais c'est à l'hôpital, j'ai su qu'il n'était pas mort. Kouyaté est sorti. Il me dit, ah, je n'ai même pas de chauffeur ici. J'ai dit à la dame, aidez-moi à sortir. Ils m'ont aidé à sortir de la salle. Je suis allé sur la tombe de mes parents. J'ai marché dans sa cour jusque sur la route. C'est là-bas j'ai eu un véhicule. Et c'est là-bas j'ai été embarqué avec ma main que je tenais là. J'étais embarqué dans le véhicule là-bas. Et il y avait un troisième blessé qu'on a vu après dans les fleurs. C'était la deuxième personne qui m'avait poussé vers le dos pour que la voiture ne me touche pas. Je n'ai même pas entendu le bruit de la voiture, ni le coup au portail, je n'ai rien entendu. Donc ils m'ont mise dans cette voiture. C'est cette voiture qui nous a amenés maintenant à l'hôpital. J'ai dit, amenez-moi à l'hôpital. Ambroise Paris. La dame, je l'ai prié de rester avec moi. Je lui ai dit, fais tout pour que je ne dorme pas. Appelle mon mari, dis-lui. Elle a appelé mon époux. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, je perds du sang et c'est très grave. Il dit, j'ai les 2 doigts coupés. Trouve-moi Ambroise. Peut-être qu'on va se voir. Et c'est Ambroise maintenant, quelques minutes après, que Kouyaté est venu avec sa femme, il nous a trouvés à l'hôpital. Mais ça a trouvé que j'étais allé de moi-même à l'hôpital me soigner. Mais je ne lui en veux pas, c'est la réconciliation, je dois pardonner et ne plus en parler. Donc c'est comme ça ma main. Ce n'est pas sur la route, ni sur le trottoir, ce n'est pas moi qui conduisais, j'étais à pied, je marchais. Maintenant c'est à l'hôpital, maintenant on a vu le corps de son chauffeur, j'ai su qu'il est mort. Cissé, j'ai vu, il n'est pas mort, mais qu'il a le bras cassé et les jambes cassées. Cissé a fait 6 mois à l'hôpital à Conakry pour qu'on puisse le sauver. Moi, Conakry, ils ont bien pu rafistoler mes doigts, ils ont fait un bon travail. Mais après, j'ai fini par venir me soigner vers ici. Et c'est ma famille qui a payé les trucs pour se soigner. Et je suis rentré en Conakry. Depuis mon accident, et jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai vu M. Kouyaté qu'une seule fois. Une seule fois, c'était le 3 janvier à l'investiture du président. Ni lui, ni sa famille, on n'a vu aucun d'eux. Personne. Mais je ne lui en veux pas. C'est la vie. Il est président du parti, je suis président d'un parti. Hein? Mais je pardonne parce qu'il faut pardonner. J'oublie, c'est douloureux, mais j'oublie parce qu'il faut oublier. Mais je me suis dit que si un jour on me dit ça, les femmes ont été violées au stade, tu dois démissionner parce que les gens t'en veulent à cause de ça, je vais me retourner un tout petit peu pour dire, si je vous raconte tout ce que moi j'ai vécu, du temps de compter, on a saccagé une usine de batterie automobile qui coûtait plus d'1 million de dollars. Le temps de compter, ils ont gardé les équipements pendant 8 mois. L'usine de batterie automobile, je n'en ai jamais parlé. Mais je n'ai rien dit, ni à la personne ni à personne. J'ai gagné les élections en 1996. Il a attendu 7 mois avant de m'installer à la mairie. Parce qu'il dit que je ne suis pas allé au PUP, donc c'est comme ça. Ce jour, je voulais quitter la Guinée qu'on m'a installé.
avec Dadis, seulement ils ne voulaient pas que j'assiste à cette réunion. C'est maintenant que je suis, ils étaient en train de créer le PD, quelque chose là, un parti qu'ils étaient en train de créer. C'est maintenant que j'ai su. C'est parce qu'ils créaient un parti et puis il y avait beaucoup de choses là-dedans que j'ai su. Bon, autant de, je ne sais pas qui d'autre, quel autre président encore. Il faut pardonner. Pardon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deux journalistes, deux civils. Il est là, deux journalistes. Ouais, il paraît qu'ils veulent récupérer la salle. Ouais. Donc, c'est monsieur comment tout à l'heure? Non, celui qui avait posé la question pour me réconcilier avec la... Elhaj Kaba, comment? Voilà, dites-leur d'organiser un jour de meeting et tout. Choisir un endroit, organiser un meeting. J'irai là-bas, même si je dois me coucher par terre pour qu'ils soient réconciliés avec les gens, pour que le projet puisse faire mieux, que ma dignité ne sera pas entorsée pour autant. Ah. Ah. Tenez, c'est pour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bon, moi, ma question, c'est par rapport à la question de logement que vous avez évoqué dans votre discours. Bon, excusez-moi parce que mon voix, je suis un peu malade. Oh, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je suis malade. Dites à madame de faire une bonne soupe pour vous. J'aimerais savoir si par rapport à votre projet de logement pour les Guinéens de l'étranger, si vous avez déjà une structure ici à l'étranger en place déjà, si oui, quels sont les contacts? Sinon, si vous envisagez de mettre des structures en place et quelles seront les sources de renseignements, ça c'est ma première question. Deuxièmement, comme vous êtes la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger, il y a plusieurs Guinéens qui ont des problèmes avec l'immigration à l'étranger, ici particulièrement, et qui sont souvent rapatriés même en Guinée. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez un programme pour les Guinéens qui ont souvent ces problèmes, un problème de réhabilitation quand ils sont rapatriés par exemple au pays, parce que le plus souvent on les rapatrie avec rien. Donc il va falloir, je crois, c'est ça mon question. Ici, j'ai dans cette salle des Guinéens qui viennent d'un peu partout pour qu'ils puissent passer les messages. Les structures, j'attends que vous m'envoyez le nom d'un représentant pour chaque État, j'attends que vous envoyez. Et si pour l'instant, pour l'année là, il y a des volontaires par État, vous me donnez le nom de ces volontaires par État, ils vont servir de trait d'union entre vous tous et nous. Donc si j'ai des volontaires par État ici, des volontaires, vous m'écrivez, m'envoyez un email, dites moi je suis volontaire pour Alaska par exemple, je vais vous envoyer un plaidoyer pour les Guinéens qui vivent en Alaska. Lorsque vous allez me donner le nom de ces structures-là, ça va me permettre de travailler. Mais si je n'ai pas ces noms, je n'ai pas ces structures, nous perdons cette année-là, c'est-à-dire que nous perdons l'opportunité des 75 000 logements, nous perdons l'opportunité de vos financements que nous allons être obligés de donner aux Guinéens qui résident là-bas, parce qu'il faudrait que ça continue. Le train a fait tutup. Donc c'est ça. Toutes les difficultés, immigration et autres là, il faudrait que nous ayons vos représentants. Sinon, on ne peut rien faire. Dites-leur de nous accorder 3 minutes encore là. Non, ouais. Tout le monde a reçu les cartes de vœux. Merci, madame. Ok, je peux vous donner mes cartes de visite, mais soyez pas trop méchants. D'accord? Ok, asseyez-vous. Oui, posez les questions. Merci, madame. Mon nom, c'est Mon Chambangoura. Premièrement, je voudrais savoir si vous avez un site là où il faut partir pour trouver assez de renseignements sur le département. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est autour des ressortissants guinéens aux États-Unis. Par exemple, si je veux faire venir ma famille ici, il y a, comment on appelle, il y a un processus établi au consulat ou à l'ambassade des
États-Unis en Guinée, il faut d'abord partir jusqu'au Sénégal, faire des analyses biologiques, ensuite revenir. Et ça, c'est coûteux. Est-ce que vous avez pensé voir ça, afin que tout soit transféré en Guinée, quitte à eux de prendre des spécimens, les envoyer à Dakar pour les analyses, mais ne peuvent pas dépenser les gens aller à Dakar. Merci. La mise en place du Haut Conseil, ce sont les résolutions qui vont être exécutoires. Les résolutions, au moment du forum des Guinéens, du monde, il va y avoir une résolution. Tout ce que vous allez dire, c'est ça qu'on prend comme résolution. C'est ce que le chef d'État guinéen va aller présenter au sommet des chefs d'État africains pour dire que c'est ce que la diaspora africaine décide. Lorsqu'ils vont venir aux Nations Unies ici, ils disent que c'est ce que la diaspora américaine décide. Tout ce que nous sommes en train de dire, ça n'a pas son pesant d'or tant que votre structure ne va pas exister. Si vous mettez une structure provisoire cette année, mais cette année ça démarre. Si c'est pour l'année prochaine ça va démarrer. Mais les délégués pays que vous allez mettre, le Haut Conseil, chaque année le président va être élu. Donc cette année vous allez choisir les 50 États, vous allez dire celui-là c'est le président États-Unis. Maintenant le président États-Unis va compétir avec le président Afrique, le président Europe, le président Asie et le président Océanie. Les 5 présidents vont se retrouver en consensus pour choisir un président, les autres vont être les vice-présidents. Une fois que cela est fait, mais partout où le président guinéen sera assis, vous aussi vous êtes là-bas comme président de la diaspora guinéenne. Vous allez dire tout ce que vous voulez là-bas, mais je ne peux pas le faire à votre place. Et je vais vous dire une chose. La dernière fois je voyageais, c'était en 2009 d'ailleurs. Je rentrais en Guinée et dans l'avion il y avait un Guinéen enchaîné. C'était Paris-Conakry. Il y avait quelqu'un, bon il n'est pas là aujourd'hui, sinon il allait témoigner, il est au Canada, un avocat. Il est venu me trouver, je ne sais pas comment il a su que j'étais en première, il est venu me trouver là, il dit madame, il y a un Guinéen derrière enchaîné. C'est la personne qui pleure là, c'est un Guinéen qui est enchaîné. J'ai dit quoi? Il dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je dis ah moi je suis le ministre de l'Éducation, je ne suis pas ministre de... Il dit non, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Faites quelque chose parce qu'il souffre. Je dis qu'est-ce que je dois faire? Il dit ah je ne sais pas. Je me suis levé, je suis allé vers l'arrière. Je dis, s'il n'est pas incriminé dans un problème, les produits interdits, je ne vais pas dire les noms, je peux l'aider. S'il ne sait pas à cause de ça, je peux l'aider. Expliquez-moi un tout petit peu. Le petit, ils sont allés vers le petit, mais il n'a pas le droit de parler parce qu'on a mis un rideau, ils ont supprimé des fauteuils, il était là avec les gardes qui devaient l'escorter sur Conakry. On me dit non, qu'il est clean. Je suis allé vers eux. J'ai dit à la sécurité française qui était là, j'ai dit, vous avez un de mes compatriotes ici. Il dit, pourquoi vous parlez? Je dis, je suis ministre. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux que vous le mettiez à ma disposition. Je vais le faire rentrer au pays. Il dit, non, on est obligé de l'escorter. L'avion a décollé déjà, on est obligé de l'escorter. Je dis, bon, maintenant, est-ce que vous pouvez enlever les menottes? Il est dangereux. Il dit, non. Je dis, pourquoi vous gardez les menottes? Non, il va tempêter. Je dis, mais même s'il tempête, l'avion est en l'air. Enlevez les menottes. Et je le prends en charge à Conakry. Ils disent, sûr? J'ai dit, oui. Je dis, je le prends en charge. Ils disent, vous pouvez signer les documents? J'ai dit, oui, je peux signer les documents. J'ai signé les documents, on lui a enlevé les menottes. On est arrivé, c'est Maître Antoine, vous devez venir, monsieur Yansané, vous devez venir avec un monsieur Maître comment Koné. C'est l'avocat Koné qui était dans l'avion ce jour-là. Et puis, j'ai signé les papiers, ils ont enlevé les menottes. Dès que nous sommes arrivés à Conakry, à la passerelle, la police guinéenne est venue pour faire les passations entre prisonniers et autres. J'ai dit non, je le prends en charge, il est avec moi. De là-bas, je l'ai amené chez moi. On a essayé de joindre ses parents. 2 jours après, on a eu ses parents. On a vérifié plus tard. On a vu qu'il avait tous ses parents en France. Enfant de 10 familles. Tous ses frères et sœurs sont là. Mais lui, puisqu'il est allé un peu, il était majeur, donc il n'a pas eu la nationalité française. Donc ils l'ont ramassé pour l'envoyer sans même vérifier. Ses parents n'ont même pas su. C'est de chez moi maintenant que la France a su qu'il était chez moi. 2 mois après, on a vu qu'il n'y avait pas de problème. Il est retourné en France. Il s'est marié. Et la semaine dernière, il est venu me voir à Conakry avec sa femme et puis un petit garçon. Donc c'est ce que je veux, des échanges comme ça que je veux qu'on s'entraide. S'il y a maintenant des accords dans le protocole migratoire, nous allons pouvoir nous entraider. Aucun Guinéen ne pourra aller. Les consuls sont là. N'est-ce pas, vous n'allez pas délivrer de titres de voyage pour qu'on ramène un Guinéen s'il n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Donc, pour que le Guinéen rentre, il faudrait les mesures d'accompagnement. Pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il faudrait que le Haut Conseil nous dicte, nous, gouvernants, voilà, c'est ça que nous voulons, c'est exécutoire. Donc, nous mettons dans notre programme, c'est exécutoire, et on est obligé d'exécuter. C'est le dossier là
que le président aussi amène. Lorsqu'ils vont négocier entre eux, ils disent mon peuple à l'étranger veut ça. C'est ça dans les accords. Mettez ça dans les accords. Sinon, au lieu d'amener un Américain en Guinée, par exemple, pour qu'il fasse un travail comme consultant, conseiller, pourquoi ne pas amener un Guinéen qui est déjà devenu américain par la seconde culture? Pourquoi ne pas l'envoyer lui? Donc, c'est des négociations que nous allons pouvoir faire. Mais vous dites qu'on va attendre. On va attendre 3 mois. On est janvier, février. Mois de mars, vous ne serez pas prêt. Juillet, vous ne serez pas prêt non plus. Et moi, dès que je vais rentrer, je vais lancer des chantiers de 1000 logements. Et si en fin décembre, je n'ai pas d'acquéreur, je vais être obligé de négocier avec les institutions ou bien les sociétés minières qui sont là pour leur donner les maisons. Ou bien je vais travailler avec l'Europe, où le dossier Europe est déjà épais. Il y a ils ont délégué des gens. Et l'Afrique ou l'Asie, l'Afrique aussi, ils ont rempli, les 40 pays sont déjà remplis. Ces délégués, pour une fois, ne sont pas des présidents. Ce sont vos envoyés. S'il vous plaît, ce sont vos envoyés. OK? Est-ce qu'on peut faire des prières pour tout le monde? Vous avez mon email. Je reçois les noms et je les casse directement devant les noms. Donc, il y a les États où il y a 3 noms ou 4 noms. Après, vous allez vous départager entre vous. Oui, madame, si vous avez une question là. Ouais. Voilà, madame. Je vous remercie, je vais être très bref. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit que celui qui sera le délégué, par exemple, des États-Unis, sera directement à l'Assemblée nationale. Et la durée de l'Assemblée nationale, c'est un mandat de 5 ans. Mais vous avez dit que le délégué là-bas fait seulement 1 an à l'Assemblée nationale. Donc, il sera à l'Assemblée pour 1 an. Et quand il est remplacé, celui qui va le remplacer sera aussi à l'Assemblée nationale. Vous allez mettre ça, vous allez mettre ça, le délégué pays est valable que pour 1 an. C'est l'ensemble des délégués des 111 pays qui vont voter pour les présidents et les présidents. Donc les présidents des 5 continents, les 5 là sont d'office à l'Assemblée. Donc droit de fonctionnement, 12 mois, 1 année. Maintenant, s'il y a d'autres clauses internes, ce sont les résolutions lors du forum, c'est vous qui allez décider de ça. Mais eux, ils peuvent continuer leur mandat pour 5 ans à l'Assemblée nationale, s'il le faut. Mais les délégués pays, vos délégués pays, chaque année, vous pouvez les renouveler de tacite. S'ils ne sont pas fonctionnels, vous pouvez les renouveler tout de suite. Les délégués pays, c'est le président de New York, le président de New Jersey et autres, vous pouvez chaque année les enlever. Maintenant, le président de l'ensemble des 50 États et les 13 provinces du Canada, les 63, là, tous ceux-ci là vont choisir, il faudrait que les 63 individus se retrouvent encore pour changer leur tête de liste. Et s'ils changent leur tête de liste, il faudrait que celui qui sera là compétisse encore avec les nouveaux des autres continents pour savoir qui va être le futur président du Haut Conseil de Guinée.